Dark kitchen, co-living, tiny house, maison conteneur. Vous pensez que l'immobilier était que des projets à la papa-maman? Eh ben accrochez-vous parce que je vais vous prouver le contraire. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 niches immobilières à fort potentiel. Ce sont des niches que tu pourras exploiter avec un faible capital, de faibles barrières à l'entrée et une scalabilité to the moon. Et ce, dès la fin de cette vidéo. Cette vidéo va se diviser en 4 parties. Dans chacune de ces parties, je vais te présenter les niches, t'expliquer à quels besoins elles correspondent. Je vais ensuite te montrer comment moi, personnellement, j'attaquerai ces business, comment je ferai les études de marché et comment trouver tes premiers clients. Allez, on commence tout de suite avec les dark kitchen. Depuis 2 ans se développe une nouvelle niche dans la restauration. Une niche qui est basée sur la livraison en utilisant des applications telles que Deliveroo et Uber Eats. Le propre de ces business par rapport à des business de restauration traditionnels, c'est qu'ils n'ont besoin que d'une cuisine. Excite la salle de restauration et toutes les charges qui vont avec. Il s'agit d'une restauration qui va se limiter au minimum en termes de charges tout en développant le chiffre d'affaires au maximum avec la vitrine digitale qu'est Internet. C'est donc des business hybrides qui sont à cheval entre le business physique de la restauration et le business du digital. Certains acteurs de l'immobilier s'en sont déjà d'ailleurs rendus compte parce que si tu prêtes attention, il y a des investisseurs qui ont déjà spoté la niche et qui ont monté des dark kitchen en chaîne avec l'aide de fonds. Le principe il est super simple. Il suffit d'apporter au restaurateur tous les éléments dont il a besoin pour qu'il puisse commencer ou développer son activité dans les meilleures conditions. À savoir le matériel de cuisine, typiquement un piano de cuisson, une plonge, un congélateur, un plan de travail, et enfin un local aménagé dans lequel il n'aura pas à investir, ce qui lui permettra de limiter son risque, de commencer tout de suite et c'est en échange d'un loyer qui sera majoré. Le but ça va être de proposer au restaurateur un bien qui sera clé en main, ce qui va lui permettre de tester son concept, soit de le développer s'il l'a déjà éprouvé. Pour ce qui s'agit du business, l'idéal ce serait de proposer un local qui ferait entre 25 et 35 mètres carrés, situé pas trop loin du centre ou des quartiers résidentiels, et ce pour livrer rapidement. Pour faire ton étude de marché, je te conseille d'utiliser Le Bon Coin. Le but c'est très simple, il va falloir que tu postes une annonce sur Le Bon Coin en mettant une dark kitchen, tu listes tous les équipements, tu proposes un loyer situé entre 900 et 1100 euros par mois. Le principe ça va être de te mettre en relation avec des potentiels locataires. Une fois que tu es mis en contact avec les locataires, l'objectif pour toi ça va être d'avoir le maximum d'informations. Le matériel nécessaire, le budget pour la location, l'emplacement, est-ce qu'ils veulent du matériel au gaz ou à l'électrique? Est-ce qu'ils veulent tester un concept, auquel cas tu seras plus sur un bail précaire, ou est-ce qu'ils ont déjà le concept et ils veulent développer? Une fois que tu auras toutes ces informations, tu pourras commencer à chercher un local pour de la restauration. Une autre solution qui serait beaucoup moins contraignante si tu es investisseur immobilier, ce serait d'acheter carrément un immeuble avec en pied un local équipé. La stratégie que je te propose, ce serait dans un premier temps de commencer dans des petites villes où tu pourras trouver des locaux commerciaux assez facilement à un prix raisonnable en ayant préalablement testé le marché sur Le Bon Coin. L'idéal ce serait pour toi de mettre les potentiels locataires sur des listes d'attente. Pour ce qui s'agit de l'équipement de la dark kitchen, si tu veux partir sur un équipement neuf, compte entre 10 et 15 000 euros. Personnellement, j'essaierai de me rapprocher des enchères pour récupérer tout le matériel des restaurateurs qui ont fait faillite. Enfin, dernier conseil, prends bien le temps de te renseigner sur les normes hygiène, elles seront super importantes lors de la phase de rénovation et pour ce qui s'agit de la disposition du matériel de cuisine. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec la deuxième niche, le co-living. Le co-living, également connu sous le nom de vie en communauté, c'est un concept de logement qui se caractérise par le partage d'espaces de vie et d'expériences avec d'autres personnes. Sur le papier, le but du co-living serait de créer une colocation avec plus d'espaces de partage, et ce, en vue de créer un espace de vie communautaire, tout en ayant le choix de sa propre intimité. Contrairement à la colocation traditionnelle où les locataires occupent simplement un espace de vie, le co-living met l'accent sur la création d'une expérience de vie commune. Quand je demande à ChatGPT, donne-moi quelques caractéristiques du co-living, il m'en donne 6, les suivantes. En numéro 1, l'espace partagé. Les résidents du co-living partagent des espaces de vie communs tels que des cuisines, des salles de bain, des salons et parfois des salles de sport ou des salles de cinéma. En deuxième caractéristique, tu vas avoir le service inclus. Le co-living peut inclure des services de nettoyage réguliers, l'accès à internet, les factures d'électricité et d'eau, ce qui simplifie la gestion des dépenses pour les résidents. En troisième caractéristique, tu vas avoir la communauté. Le co-living encourage la création de communautés sociales entre les résidents, ce qui peut inclure des événements, des activités et des espaces de vie conçus pour favoriser l'interaction entre les locataires. En quatrième caractéristique, on va voir la flexibilité. Les contrats de co-living sont très souvent flexibles, ce qui permet aux résidents de rester sur des périodes relativement courtes, comme quelques mois ou plus longtemps suivant leurs besoins. En cinquième caractéristique, tu vas avoir évidemment l'emplacement, la localisation urbaine. On a beaucoup de co-living qui sont situés dans des espaces densément peuplés, ce qui permet aux résidents de profiter de la qualité de vie de la ville, tout en limitant les temps de trajet. En sixième caractéristique, tu vas avoir la diversité. Les habitants du co-living peuvent provenir de différents milieux et avoir des intérêts qui sont variés, ce qui va favoriser la diversité culturelle et sociale. Maintenant sur la partie business, comment est-ce que personnellement j'aborderais ce business-là? Alors, le problème que tu vas avoir, c'est que si tu fais ça dans les grandes villes, tu risques d'avoir une barrière à l'entrée très importante.
Tu vas sûrement pas pouvoir acheter des immeubles, sûrement pas pouvoir faire ça dans des appartements entiers. Moi, je te recommanderais plutôt de faire ça dans des maisons que tu vas pouvoir raser et diviser. L'idéal serait de faire ça dans des petits villages, des villes qui sont en périphérie de grandes villes, des petits coins de campagne où tu as une forte demande locative. L'idéal, ce serait d'acheter une maison avec un terrain, ce qui permettrait aux locataires d'être rapidement en ville, tout en profitant de la qualité de vie de la campagne. Concernant ton étude de marché, il va te falloir regarder plusieurs points. En premier point, quels sont les emplacements les plus demandés? Pour avoir cette information-là, il suffit d'appeler les agents immobiliers. Et en deuxième point, quels sont les services les plus demandés? Comme précédemment, je t'invite à regarder les annonces existantes sur les sites d'annonces, te renseigner auprès des propriétaires qui le font déjà en allant visiter les biens et voir les services qu'ils proposent. Une autre piste serait de regarder quelles sont les offres des sociétés qui ont déjà commencé à développer ce concept. Et enfin, dernière piste, tu pourrais poster toi-même les annonces sur le site pour être mis en contact directement avec la demande. On enchaîne tout de suite avec le troisième point, les tiny houses. Depuis le confinement, on a vu un exode des grandes villes. Beaucoup de personnes cherchent à quitter les villes pour se rapprocher de la campagne et bénéficier d'une qualité de vie supérieure. Les tiny houses sont des habitations compactes qui incarnent une philosophie de vie axée sur la simplicité, la durabilité et l'efficacité de l'espace. Contrairement aux maisons traditionnelles qui sont souvent vastes et gourmandes en ressources, les tiny houses sont conçues pour être extrêmement petites avec un espace optimisé pour répondre aux besoins essentiels de leurs habitants. Quelles sont les caractéristiques clés des tiny houses? D'après ChatGPT, en numéro 1, il y aurait la taille réduite. Les tiny houses sont généralement très petites, avec souvent des surfaces qui varient entre 10 et 40 mètres carrés. En deuxième caractéristique, tu aurais une fonctionnalité maximale. L'un des principaux objectifs des tiny houses est d'optimiser chaque centimètre carré de l'espace. Ça se traduit par des meubles de rangement qui sont multifonctionnels, des rangements ingénieux et une conception réfléchie pour maximiser l'utilité de chaque espace de la maison. En troisième caractéristique, une mobilité optionnelle. Beaucoup de tiny houses se construisent sur des remorques qui permettent de les déplacer très facilement, ce qui offre une grande flexibilité en termes de lieu de résidence et de mode de vie nomade. En quatrième caractéristique, tu aurais la durabilité et l'écologie. Les tiny houses sont souvent construites avec une empreinte environnementale réduite. Elles sont généralement bien isolées et économes en termes d'énergie, ce qui les rend plus écologiques que les maisons plus grandes. En cinquième caractéristique, tu vas avoir un style qui est personnalisé. Les propriétaires de tiny house ont la possibilité de personnaliser leur tiny house pour qu'elles répondent en fonction de leurs besoins et à leurs préférences esthétiques, ce qui favorise la créativité dans la conception et la décoration d'intérieur. En sixième caractéristique, on va avoir une réduction des coûts. Les tiny houses sont généralement moins chères à l'acquisition et beaucoup moins coûteuses à l'entretien, ce qui va naturellement aider les propriétaires à économiser de l'argent et à réduire les dépenses. Enfin, en septième caractéristique, on va voir la libération de l'encombrement. Vivre dans une tiny house nécessite de se débarrasser de tout ce que tu as, c'est une vie qui est simple, et tu vas devoir te débarrasser de nombreuses possessions inutiles. C'est un peu un mode de vie minimaliste. Concernant le business model pour les tiny homes, voici ce que moi je ferais personnellement. Deux cas de figure. Si tu habites en ville, il va forcément te falloir un terrain. Donc ça veut dire que tu as une maison avec un terrain. Il va falloir te poser la question, est-ce que ça vaut le coup de construire une tiny house? Deuxième question, si tu habites en campagne. Si tu habites en campagne, tu vas pouvoir délivrer une expérience Airbnb en loup à la nuit. Et suivant ton marketing, ta tiny house et le secteur dans lequel tu te trouves, les nuits peuvent partir à plus de 200 €. Pour la construction des tiny house, tu vas avoir deux options. Soit tu fais appel à un menuisier, un charpentier, qui est un spécialiste du bois qui lui va pouvoir te concevoir la tiny house et te la créer. Soit tu peux faire appel à des sociétés spécialisées qui vont potentiellement te livrer le bien tout en main. Moi personnellement, j'irai plus sur des biens qui font moins de 20 mètres carrés parce que j'aurais pas de permis de construire à poser. Pour ce qui s'agit des prix de location, si tu loues un 20 mètres carrés, ça se loue à peu près le prix d'un studio, donc tu comptes entre 390 et 450 € par mois. On enchaîne tout de suite avec la dernière niche, les maisons containers. Avec des prix variant de 600 à 1500 € le mètre carré, le gros œuvre est souvent ce qui coûte le plus cher dans la construction d'une maison. Depuis peu, certains entrepreneurs se sont rendus compte qu'on pouvait compresser les prix et ont trouvé des alternatives. Les maisons conteneurs. Imaginez un peu, 20 mètres carrés de surface avec un sol, des murs, un plafond, pour moins de 4000 €, ce qui fait 200 € le mètre carré, soit 3 fois moins qu'une maison traditionnelle. À titre de comparaison, si on devait faire une estimation pour une maison de plein pied de 100 mètres carrés, le gros œuvre devrait coûter entre 60 et 150 000 €. La même maison de plein pied devrait coûter 20 000 € de fondation, plus 5 conteneurs à 4 000 € chacun, auquel il faudrait rajouter le travail de découpe pour les ouvrants, soit environ 40 000 €. Petite spécificité par rapport aux maisons conteneurs, n'oubliez surtout pas de travailler avec des bureaux d'études thermiques pour renforcer la thermicité de votre bien, ainsi que des bureaux d'études structure. Quand vous allez découper votre conteneur, naturellement vous allez le fragiliser, donc il va falloir poser des renforts. Mais attendez, c'est pas le meilleur dans tout ça. Regardez-moi la gueule de ces maisons.
Comment est-ce que personnellement je monterais un business comme ça? Pour moi, la manière la plus sécure et la plus durable serait de faire construire une maison comme ça puis de la mettre en location. Ce faisant, tu vas pouvoir être au courant des problèmes qu'il y a dans la maison, les faire réparer et par itération pouvoir recommencer et délivrer un produit de plus en plus fini. L'idéal en parallèle, c'est d'être accompagné par les bureaux d'études et les architectes. Et autre point, en le faisant toi-même pour de la mise en location, tu vas pouvoir te familiariser avec les process, les démarches administratives et les coûts des produits. Donc première étape, il va falloir que tu fasses plusieurs choses en même temps. En numéro 1, te rapprocher des bureaux d'études thermiques et structures pour leur demander des conseils et s'ils ont des premières infos à te donner. En numéro 2, je te conseillerais de trouver un architecte qui a déjà bossé sur des projets comme ça. Parce que s'il a déjà bossé sur des projets comme ça, il connaît déjà les coins où tu vas pouvoir mettre des maisons conteneurs. Il va pouvoir ainsi t'aiguiller sur les municipalités et te faire profiter de son réseau. En troisième point, il va falloir que tu trouves un fournisseur de conteneurs. Personnellement, je te conseille le site internet Adopte un conteneur, qui va en même temps pouvoir te préparer les conteneurs en faisant les découpes suivant les plans d'architecte. Enfin, dernière étape, il va falloir que tu te fasses des contacts. Si l'architecte ne peut pas te fournir de coins où tu vas pouvoir facilement faire des maisons conteneurs, il va falloir que toi, tu démarches les mairies et les municipalités pour tâter un petit peu la température, savoir si elles sont pour ou contre ce genre de projet. Enfin, dès que tu as les contacts, c'est parti, tu peux rechercher le terrain. L'idéal, ce serait qu'il soit suffisamment grand et accessible pour pouvoir te faire livrer le conteneur, suffisamment grand pour qu'il y ait un bout de terrain et mettre une piscine en conteneur. Et avec des gueules pareilles, à mon avis, tu vas très rapidement pouvoir trouver un locataire. Si je serais toi, une maison de 100 mètres carrés, je la mettrais aux alentours de 1500 € par mois, ce qui est légèrement au-dessus du marché. Je te mets ici le lien d'une vidéo qui va, à mon avis, beaucoup t'intéresser. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager, et je te dis à plus.